Donc, je vais essayer de faire court. Donc, sur l'autostigmatisation, donc l'accès aux soins et le rétablissement. Donc, ok. Donc déjà, en fait, quelques rappels sur la stigmatisation. Vous les voyez à l'écran. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail vu qu'on a pris un petit peu de retard. Mais en tout cas, il y a différentes formes de stigmatisation sur lesquelles on reviendra. Et c'est important de bien les distinguer pour comprendre comment se forme cette autostigmatisation et ensuite comment finalement on la réduit. Donc la stigmatisation publique, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent. Vous voyez les principaux stéréotypes, dangerosité, incompétence et incurabilité globalement, qui sont assez bien représentés dans la population générale et qui concernent donc la schizophrénie, mais aussi les troubles bipolaires et également un peu l'autisme. Vous voyez en bas à gauche que les personnes, pour la population générale, les personnes autistes sont autant incapables de travailler que les personnes avec schizophrénie. Vous voyez du coup à droite, c'était l'étude de Jean-Luc Rolland, notamment sur les préjugés présents relatifs aux troubles psychiques dans la société. Donc vous voyez en fait commet un meurtre, commet un viol, commet un inceste, etc. sur l'image du fou, mais aussi du malade mental. Et à moins forte mesure le dépressif. Donc ces stéréotypes, ils sont très présents, donc 70% pour l'imprévisibilité, 76% pour la dangerosité pour soi, 53% pour la dangerosité pour les autres. Là, c'est pour la question donc de la schizophrénie. Après, si on regarde un petit peu dans la distance sociale, c'est-à-dire la volonté de mettre à distance les gens, on voit que pour 85% des gens, les personnes ne devraient pas avoir la garde de leurs propres enfants, ne devraient pas exercer comme enseignant pour 58% et ne devrait pas occuper de fonctions managériales pour 58%. Donc c'est quand même, pour le coup, on voit la distance sociale qui sur la question des enfants est aussi quasiment autant intense dans la dépression. Donc c'est pas que la schizophrénie non plus. Cette stigmatisation, là, c'était une étude qui avait été faite au niveau international, donc sur une trentaine de pays. Et en fait, on voit que globalement, l'Asie du Sud-Est et l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est sont plutôt plus stigmatisants que l'Europe de l'Ouest, par exemple, ou l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on voit aussi donc dans les différentes études qui ont suivi sur plus d'une dizaine d'années? On voit que ces préjugés ils restent très stables dans le temps. Alors, ils changent un tout petit peu, puisqu'il y a quand même eu pas mal de campagnes de déstigmatisation, notamment beaucoup de campagnes avec un modèle biogénétique d'attribution des troubles. Donc ça a marché, puisque les attributions causales, notamment en Europe de l'Ouest, sont plus biomédicales. On voit du coup ça sur l'écran. Par contre, la volonté de distance sociale, elle s'est plutôt aggravée, notamment pour la schizophrénie. Alors ça, c'est aussi en lien avec la question du fait, cette peur un peu de la contamination, quelque part. Plus on a tendance à attribuer une origine biogénétique à un trouble, plus on va avoir tendance à avoir peur que ces enfants l'attrapent, par exemple en côtoyant les enfants d'une personne qui a une schizophrénie, etc. Donc ça entraîne une volonté de distance sociale qui est plus marquée. Donc c'est aussi tout l'enjeu plutôt de passer d'un modèle biogénétique à un modèle du coup biopsychosocial intégrant la perspective du rétablissement d'emblée. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'image de la psychiatrie, globalement, elle s'améliore. Les gens, c'était une étude allemande sur une dizaine d'années, ne perçoivent plus l'hôpital comme un asile psychiatrique, comme quelque chose qui est affreux, etc. Par contre, quand on leur propose d'accueillir un lieu de soins communautaire, là, c'est autre chose. C'est pas dans mon quartier, et c'est finalement le soutien aux mesures de contrainte est plus important. Cette stigmatisation, elle se remarque aussi et elle marque aussi les soins, à la fois les soins somatiques avec un moindre accès aux soins de qualité standard, moins d'examens complémentaires, sur attribution des troubles présentés à une pathologie psychiatrique, et une dangerosité quand même qui est fort importante si on prend le baromètre de l'UNAFAM. Pour 77% des généralistes et 90% des pharmaciens, les personnes avec schizophrénie étaient considérées comme dangereuses. Chez les professionnels de santé mentale, il y a également du coup des préjugés, mais qui vont plutôt être en lien avec une vision très pessimiste des possibilités d'évolution, un désir de distance sociale, donc les psychiatres notamment, ne souhaitent pas trop avoir comme voisin une personne qui a des troubles psychiatriques, et sont encore plus réticents sur la question de faire jouer leurs enfants avec ceux d'une personne qui ont un trouble psychiatrique. Mais ça va être aussi, du coup, une tendance à la surprotection, cette fameuse non-adressage à une structure de réinsertion de job coaching par peur de la rechute, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques études qui ont étudié ça dans des études dans des équipes d'actes, donc de suivi intensif dans le milieu, donc des professionnels qui explicitement étaient orientés vers le rétablissement. Par contre, quand on regardait leurs attitudes implicites, là, il y avait parfois un petit gap. Et plus les attitudes implicites étaient stigmatisantes,
plus c'était associé à des attitudes paternalistes dans l'équipe ACT. Donc c'est important aussi pour nous, professionnels orientés rétablissement, de toujours se questionner sur notre orientation vers le rétablissement. La stigmatisation, elle peut être aussi structurelle, donc ça peut être à la fois des lois ou différentes pratiques qui peuvent restreindre par exemple le droit de vote ou le droit d'avoir la garde de ses enfants, mais ça va être aussi le budget accordé au domaine de la santé mentale. Et si on voit une étude allemande, notamment, qui a été menée par Georg Schlomerus sur une période de 10 ans, en 2001, en fait, on demandait aux gens, en cas de crise économique majeure, s'il y avait une pathologie que vous deviez sauver des coupes financières, laquelle vous sauvez. Alors 80% des gens disaient le cancer, ça c'est sûr, il faut sauver la recherche sur le cancer. Et pour 10%, il y avait la schizophrénie et la dépression. 10 ans plus tard, ils ont refait la même. Il y avait 20% pour la dépression et toujours 10% pour la schizophrénie. Donc ça, c'est aussi quelque part une stigmatisation structurelle. La question des médias, je ne l'aborde pas, puisque du coup, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc la stigmatisation, avant d'être internalisée, tout le monde n'internalise pas la stigmatisation. Par contre, une immense majorité, plus de 70% des personnes qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire ou un premier épisode psychotique, parfois même pas encore étiqueté, vont percevoir la stigmatisation. Pour la définir, je vous ai mis la définition de Patricia Digan. Tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes que j'avais vus à la télévision ou dans les films. Pour moi, les maladies mentales, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales, et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc là, pour le coup, on voit bien ce qui arrive du coup à une personne qui rentre pour la première fois dans une hospitalisation. Alors c'était en 93, c'était Patricia Digan. Mais en fait, on voit comment en fait la stigmatisation, le fait, on est conscient assez rapidement, globalement, on sait que les enfants sont à peu près conscients entre 3 et 5 ans des différents stéréotypes concernant le genre, concernant les troubles psychiques, etc. Par contre, ça ne les concerne pas directement. Ça va prendre en fait une signification personnelle quand on reçoit un diagnostic de trouble psychique ou qu'on présente des symptômes de trouble psychique. Et après, ce qui va être déterminant dans le fait, du coup, de développer ou pas l'autostigmatisation, ça va être, est-ce que je m'identifie au groupe stigmatisé? Est-ce que ça me définit? Est-ce que je fais partie du groupe des personnes qui ont un trouble psychiatrique? Et est-ce que je pense que ces stéréotypes sont vrais pour définir cette catégorie-là? Si les deux conditions sont réunies, là, à ce moment-là, il y a un gros risque de développer l'autostigmatisation. Mais la stigmatisation perçue, en elle-même, déjà, elle va pouvoir entraîner une augmentation du stress lié à la stigmatisation chez les personnes à ultra haut risque. Elle est associée à un allongement de la durée de psychose non traitée, à des symptômes plus sévères et globalement à un moins bon rétablissement. Elle va être associée à plus d'anticipation de la stigmatisation. Alors, stigmatisation perçue, mais aussi stigmatisation bien réelle, expérimentée. Là, vous voyez, en fait, c'est en Angleterre, donc après, par contre, 10 ans de campagne de réduction de la stigmatisation, c'est les différents domaines dans lesquels les gens rencontrent de la stigmatisation. Et on voit que le système de santé, globalement, est plutôt bien placé dans les plus stigmatisants, puisqu'on voit 33% pour la santé mentale et 30% pour la santé physique. Donc, cette discrimination, ça peut être à la fois une discrimination avérée, mais aussi ce qu'on va appeler des microagressions. Microagression, ça va être le fait d'être exposé, par exemple, à des remarques négatives sur les personnes qui ont des troubles psychiques au travail. Ça peut être aussi la question des usages, justement, du mot schizophrène ou des différentes choses dans les journaux télévisés. Et globalement, ces microagressions, ça va pouvoir entraîner à force, du coup, un stress plus intense. Philippe Yanos, qui était venu, du coup, au centre ressources en fin d'année dernière, une période qui nous paraît bien lointaine maintenant, puisque pas marquée par le Covid, il n'y avait que les grèves. Mais c'était déjà pas mal, mais beaucoup avaient réussi à venir, nous disait qu'il était allé faire une conférence à San Francisco sur la question de la stigmatisation, et en arrivant, il trouvait une promotion pour le Alcatraz Psycho Award. C'était une jolie tasse où on voyait en fait un certain nombre de commentaires plus que stigmatisants. En tout cas, toujours est-il que du coup, beaucoup d'usagers vont anticiper d'être stigmatisés en cas de divulgation et vont anticiper notamment dans deux domaines, la recherche d'emploi et les relations sentimentales. Et il y a quand même un tiers des gens qui vont anticiper d'être stigmatisés sans jamais avoir rapporté d'expérience ouverte de discrimination. C'est aussi présent chez les personnes qui ont des troubles débutants. Et globalement, ce qu'on pouvait
Ce qu'une équipe du coup américaine a montré, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents hospitalisés après une première hospitalisation en psychiatrie anticipaient d'être stigmatisés. On avait à peu près 30%, mais il y en avait 60% qui rapportaient avoir réellement été discriminés au bout de 6 mois. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui est très présent. Les réactions possibles du coup face à la stigmatisation, donc soit il y a les personnes qui vont finalement avoir peu d'insight, qui vont pouvoir réagir avec indifférence à la stigmatisation, c'est-à-dire de toute façon, je suis pas malade, donc ça me concerne pas. Donc que ce soit vrai ou faux, ces stéréotypes, au final peu importe parce que ça me concerne pas. On va avoir des personnes qui vont avoir un bon insight, qui vont fortement s'identifier du coup au groupe des personnes qui ont un trouble psychiatrique, mais qui par contre vont considérer les stéréotypes comme faux. Et là, ça va être les personnes, notamment des personnes qui vont pouvoir s'engager dans des parcours de pair et danse ou dans des clubhouses, et qui vont dire ça ne me définit pas, et qui vont réagir avec juste colère, et qui vont s'engager dans des campagnes de déstigmatisation. Et puis vous avez le troisième groupe qui concerne à peu près 30% des gens, où les personnes vont dire je fais partie des personnes qui ont une schizophrénie, des stéréotypes sont vrais, et ces stéréotypes s'appliquent à moi, d'où le processus d'autostigmatisation. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention, parce que la question de l'insight, notamment, elle peut être délétère si elle n'est pas bien intégrée dans une perspective de rétablissement, notamment dans les programmes de psychoéducation. L'autostigmatisation, qu'est-ce que c'est? Vous voyez le schéma avec ces différentes conséquences extrêmement négatives sur la motivation à s'engager dans des objectifs de vie. Et je vous ai sorti du coup l'article de la définition issue de Kathleen Gallo. Donc c'est le premier récit sur l'autostigmatisation paru dans Schizophrénia Bulletin en 94, Self-Stigmatized. Et elle dit donc je me suis perçue à juste titre malheureusement comme ayant un trouble psychique sévère et donc reléguée à ce que j'ai appelé les déchets sociaux. Je me torturais avec la pensée persistante et répétitive que tous les gens que je rencontrerais, même les étrangers absolus, ne m'aimeraient pas et souhaiteraient que les personnes malades mentales comme moi n'existent pas. À cause de cette pensée, j'aurais pu faire des choses comme m'éloigner des autres aux arrêts de bus, me cacher et ramper dans les coins les plus éloignés du métro. Me percevant moi-même comme un déchet, j'aurais même pu changer de trottoir lorsque je croisais d'autres personnes en pensant leur montrer le respect dû aux personnes d'une classe sociale plus élevée. Cette dernière catégorie comprenait bien sûr tous les autres êtres humains. Ouais, cette définition qui illustre malheureusement beaucoup trop bien ce qu'est l'autostigmatisation, qui est en fait finalement l'inverse du processus de rétablissement. Et c'est aussi pour ça que le rétablissement est un antidote à l'autostigmatisation. Donc ça, c'est issu d'une revue de littérature qu'on a travaillé donc avec Nicolas et Julien. Les facteurs qui vont favoriser l'autostigmatisation, globalement, c'est pas vraiment les facteurs sociodémographiques, les facteurs en lien avec la pathologie. Ça va être l'insight, bien sûr. Ça va être la présence de déficits cognitifs ou métacognitifs. Ça va être les stratégies de coping qui vont pouvoir jouer. Mais aussi et surtout, donc il y a l'environnement social. Si on a un bon réseau social, si on a un soutien social important, c'est des facteurs qui sont très protecteurs. Et la stigmatisation en elle-même. On voit que plus les personnes habitent dans un pays qui a des attitudes stigmatisantes, plus elles vont percevoir la stigmatisation, plus elles vont l'anticiper et l'internaliser. L'autostigmatisation, elle concerne aussi les personnes qui ont des troubles débutants. Et là, du coup, il y a à la fois un stigma lié aux symptômes eux-mêmes, le fait de présenter des symptômes, et un stigma qui est lié au fait d'avoir des soins psychiatriques. Et se percevoir comme étant à risque de transition psychotique, ça va entraîner en soi une altération du bien-être et de l'estime de soi, un isolement social et un risque suicidaire et un risque de transition psychotique augmenté. Par contre, il y a aussi des effets très positifs à l'auto-identification, puisqu'il y a un soulagement, il y a des attitudes plus favorables par rapport à la prise d'un traitement médicamenteux. Donc tout l'enjeu, c'est aussi de travailler sur... On sait que même en fréquentant nos services ou les services d'intervention précoce, il y a un risque de labelling, en quelque sorte. Par contre, plus on est intégré rétablissement, plus on est orienté vers la communauté, plus on réduit cette question-là. Et puis c'est aussi la question, finalement, est-ce que les personnes ne sont pas plus à risque de ne jamais transitionner que de transitionner réellement? Mais c'est des questions qui sont complètement ouvertes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'autostigmatisation, elle affecte de manière équivalente les personnes qui ont un ultra haut risque et les personnes qui ont un trouble psychotique déjà constitué. L'autostigmatisation et les facteurs culturels, globalement, je passe un peu rapidement, mais ce qu'on voit, c'est que
Il y en a plus donc dans l'Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est aussi également, et c'est associé à un certain nombre de choses que vous voyez du coup à l'écran. L'autostigmatisation, c'est catastrophique au niveau symptômes, au niveau anxiété sociale, dépression, idées suicidaires, adhésion au traitement, risque d'hospitalisation, fonctionnement social, rétablissement, bénéfices liés au soutien à l'emploi. Et quand l'autostigmatisation augmente, la dépression, les idées suicidaires augmentent, l'adhésion au traitement diminue et le fonctionnement social est altéré, et l'inversement. Donc en tout cas, l'autostigmatisation, elle peut changer, et c'est important de modifier l'autostigmatisation dans un parcours de réhabilitation. Donc ça, c'est l'article dont Nicolas vous parlait, globalement. Donc on a regardé l'autostigmatisation dans la cohorte réa-base, et on voit que les personnes qui sont fortement autostigmatisées sont plutôt dans les stades précoces du rétablissement, moratoire ou conscience, ont plus d'historique de tentatives de suicide, ont un meilleur insight, mais ont un bien-être et une satisfaction dans les relations interpersonnelles altérées. Et il n'y avait pas d'effet du diagnostic, notamment, sur la question de la fréquence de l'autostigmatisation. On a regardé aussi la résistance à la stigmatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que la résistance à la stigmatisation, les deux aspects qu'on voit, c'était l'aspect indifférence, ça ne me concerne pas, mais aussi l'aspect juste colère. Nous, on était plutôt, il y avait plutôt un lien avec un insight plutôt moins bon, donc il semblerait qu'on soit plutôt sur cette question-là. Mais en tout cas, la résistance à la stigmatisation est fortement associée au stade avancé du rétablissement, donc la croissance et la reconstruction, indépendamment du niveau d'autostigmatisation. Donc c'est distinct de l'autostigmatisation, et la résistance à la stigmatisation, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer, notamment dans le lien avec les relations familiales. La psychoéducation familiale orientée rétablissement, elle peut augmenter la résistance à la stigmatisation. La remédiation cognitive, elle peut jouer indirectement par les stratégies de coping et les fonctions exécutives. Et le fait de pouvoir travailler sur des approches métacognitives au niveau identitaire, en fait, peut permettre d'améliorer l'insight, donc d'améliorer le fonctionnement dans les centres de réhabilitation, mais sans dégrader du coup l'estime de soi, le bien-être ou le rétablissement. En du coup faisant prendre à la personne conscience non seulement des difficultés, mais aussi de ses forces et de la perspective du rétablissement. Ce qu'on a pu aussi regarder sur des effets de médiation notamment, où la résistance à la stigmatisation médiait partiellement les effets de l'insight sur le bien-être et le rétablissement. Après, ça c'est donc la stigmatisation par association. Il faut savoir que ça touche aussi les proches. Et il y a également une autostigmatisation des proches qui est présente et qui est associée à une augmentation du fardeau lié aux troubles psychiques à un niveau plus élevé d'émotions exprimées. Lui-même associé à plus d'autostigmatisation chez les personnes concernées. Ça peut aussi toucher les professionnels de santé mentale. Et il y a notamment une étude belge qui a montré que plus les soignants se percevaient comme étant en burn-out, plus il y avait d'autostigmatisation chez les usagers. Donc aussi à prendre soin des équipes en intra. Donc comment on la réduit? Donc il y a différentes campagnes d'autostigmatisation qui ont été faites dans des campagnes nationales, donc dans différents endroits, notamment en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Angleterre. Alors ce qui marche, c'est du coup le changement du traitement médiatique. Globalement, il y a moins d'articles avec un contenu négatif et plus d'articles avec un contenu positif. Par contre, en termes de stigmatisation, ça ne fait pas bouger grand-chose sur le long terme. Par contre, ça va pouvoir marcher, notamment en Angleterre et en Allemagne, en fait, en réduisant la stigmatisation perçue et la stigmatisation expérimentée. Globalement, en fait, les personnes vont voir les articles à contenu plus positif dans les médias, vont se dire que les choses bougent et vont oser davantage s'exposer, sortir, et vont moins, du coup, s'auto-stigmatiser. Donc, il y a cette marge-là, c'est vraiment particulièrement important de toucher le système de santé, les étudiants et les journalistes. Et bien sûr, d'augmenter le budget relatif du coup, aux soins de réhabilitation. Après, il y a la question de la diffusion large des pratiques orientées vers le rétablissement. On réduit l'autostigmatisation, pas forcément avec des soins spécifiques, mais en créant un environnement favorable au rétablissement, qui est porteur d'espoir, qui est focalisé sur les ressources et qui soutient l'autodétermination avec des outils comme le plan de crise conjoint, mais aussi en limitant le recours à l'isolement et à la contention, parce qu'on sait par exemple que globalement, l'hospitalisation sous contrainte n'est pas associée en soi
à une augmentation de l'autostigmatisation. Par contre, le fait de ressentir un sentiment de honte ou de colère par rapport à ça va, lui, être associé à plus d'autostigmatisation. Donc il est particulièrement important de pouvoir retravailler ça avec les personnes et de pouvoir notamment intégrer des pairs aidants ou des outils de décision médicale partagée. La question des locaux est aussi quelque chose de très présent. On pourrait l'aborder plus en détail. La question de l'intervention, donc ce qu'on sait, c'est que la réhabilitation psychosociale, ça marche, ça réduit l'autostigmatisation. Donc d'où l'intérêt de pouvoir à la fois proposer des approches qui sont non spécifiques, des pratiques orientées rétablissement, de la psychoéducation orientée rétablissement, renforcer les stratégies adaptatives, faire intervenir des pairs aidants, mais aussi après de pouvoir proposer des choses plus spécifiques. Et là, il y a différentes choses, parmi lesquelles, donc, je vous parlerai un petit peu plus en détail du programme NECT, mais vous avez aussi beaucoup de choses qui sont présentes par rapport à ça. Donc le programme NECT, beaucoup d'entre vous le connaissent dans la salle, ont inclus des personnes, et c'est l'occasion du coup de vous féliciter, de vous dire un grand bravo pour avoir continué à pouvoir poursuivre ça malgré le Covid. Et c'est quand même un cauchemar logistique d'organiser tout ça. Donc en tout cas, le programme NECT, qui est constitué de 12 séances de 2 heures, et qui vise à apporter à la fois des éléments de psychoéducation pour challenger les préjugés négatifs relatifs aux troubles psychiques, mais aussi de travailler sur des techniques de restructuration cognitive et sur la question du récit de soi, et de pouvoir avoir un récit de soi qui mette plus en valeur ses forces, et comment on a fait pour faire face aux challenges posés par la maladie. Merci de votre attention.